Peut-on vraiment bâtir un avenir solide sur des milliards disparus dans la brume? Cette question, en apparence abstraite, se dresse aujourd'hui comme une énigme centrale du destin burkinabé, et bien au-delà de tout le continent africain. Car derrière le chiffre presque irréel de 15 milliards de dollars d'aide internationale promis au Burkina Faso, se cachent autant de rêves inassouvis que de déceptions tragiques. Pour prendre la mesure de cet enjeu, replongeons-nous dans l'histoire récente. Depuis plus de 20 ans, le Burkina Faso, comme nombre de ses voisins du Sahel, a vu défiler les promesses d'aide massive. 15 milliards de dollars, c'est, à titre de comparaison, l'équivalent du budget annuel de plusieurs pays africains réunis. C'est aussi de quoi construire, en théorie, plus de 25 000 écoles modernes, rénover tous les hôpitaux du pays, irriguer des centaines de villages, ou bâtir un réseau routier sans précédent pour relier les provinces les plus enclavées. Prenons un exemple concret. Dans la province du Yatenga, au nord du pays, le projet Éducation pour tous prévoyait la construction de 150 écoles équipées et l'embauche de 2000 enseignants supplémentaires. Sur le papier, tout était planifié, budgété, validé par la Banque mondiale et l'Union européenne. Mais aujourd'hui, sur le terrain, seules 18 écoles ont vu le jour. Les autres sont restées à l'état de ruines, de fondations inachevées, ou tout simplement n'ont jamais dépassé le stade de la promesse politique. Ce n'est là qu'un exemple parmi des centaines. Des dispensaires flambant neufs annoncés dans les médias n'ont jamais ouvert leurs portes, faute de matériel ou de personnel. Des routes censées désenclaver des régions entières se sont arrêtées net, englouties par la poussière, l'érosion ou les surcoûts imprévus. Partout dans la même question persiste. Où sont passés ces milliards? Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré a choisi de rompre avec la loi du silence. Il exige un audit d'une ampleur inédite. Retracer chaque dollar, chaque projet, chaque convention signée depuis plus d'une décennie. Jamais, dans l'histoire du Burkina Faso, un chef d'État n'avait osé s'attaquer aussi frontalement à l'opacité de l'aide internationale. Son geste brise le tabou d'une dépendance jugée inévitable, dérange des intérêts puissants et secoue des réseaux ancrés depuis les indépendances. Mais derrière cet élan de transparence, une question plus profonde brûle les esprits. À chaque prêt signé, à chaque dollar remboursé, combien de souveraineté le pays sacrifie-t-il? L'aide se paie-t-elle seulement en argent, ou aussi en dignité, en voix, en destin collectif? L'histoire du continent est jalonnée d'exemples où la dépendance à l'aide a façonné des choix politiques, économiques, voire culturels. En Éthiopie, par exemple, au début des années 2000, la dépendance vis-à-vis de l'aide alimentaire internationale a freiné le développement d'une agriculture autonome. À Madagascar, la suspension brutale de certains financements a plongé des centaines d'écoles dans la crise. Ces exemples montrent que la question de l'aide ne se résume jamais à une simple ligne budgétaire. Le pari engagé par Ibrahim Traoré est risqué. Refuser la transparence, c'est s'enfoncer dans la perte d'argent, de crédibilité, d'avenir. Mais réclamer la vérité, c'est défier les partenaires historiques, risquer l'isolement diplomatique, voire la stigmatisation sur la scène internationale. Pourtant, c'est peut-être le seul chemin pour reconquérir une dignité collective longtemps confisquée. Pour comprendre la secousse qui traverse aujourd'hui le Sahel, il faut revenir à la racine. Comment l'édifice de l'aide s'est-il bâti sur autant d'illusions, de promesses non tenues, de chiffres déconnectés du réel? Cette quête de clarté pourrait, à elle seule, faire basculer tout un système. L'audit lancé par Traoré n'est pas qu'un acte administratif. Il est le révélateur d'une tension ancienne entre les promesses d'aide et la réalité quotidienne des Burkinabés. Dans les couloirs de Ouagadougou, dans les hameaux de la région du centre-sud, dans les villages escarpés du Gourma, la même interrogation revient. Pourquoi tant d'écoles prétendument modernisées restent-elles en vérité à l'abandon? Prenons le cas de Fatou, institutrice à Kaya. Cela fait 8 ans qu'elle enseigne sous un toit fissuré, sans électricité, avec pour seul tableau une ardoise ébréchée. Pourtant, sur les rapports officiels, son école figure comme modernisée à 92%. Les parents d'élèves, eux, racontent que les enfants partagent 3 pupitres pour une classe de 40. Ce paradoxe résume l'empire de papier. Des progrès impeccables sur le papier, une stagnation implacable dans la vie réelle. Ce constat n'est pas isolé. Un ancien fonctionnaire du ministère de l'Éducation, sous couvert d'anonymat, confie « Chaque audit interne s'arrête au bord du gouffre, on note les anomalies, mais rien ne change. Les budgets alloués ne se transforment jamais en actions concrètes. » Un sentiment d'impuissance qui, année après année, nourrit la défiance et le découragement. Sur le papier, tout semble pourtant parfait.
Selon le Fonds monétaire international, 62 projets brillent sur les écrans, portés par des milliards de dollars censés métamorphoser les écoles, les routes, les dispensaires. Mais la réalité n'obéit pas aux scénarios rédigés depuis Genève, Washington ou Paris. Sur le terrain, les progrès annoncés restent invisibles, la pauvreté demeure fidèle au poste. Où sont donc passés ces 15 milliards de dollars promis à l'économie burkinabé ? Presque 1 milliard 200 millions de dollars se sont dissous dans des catégories nébuleuses. Consulting, assistance technique, transfert vers des sociétés écrans, souvent domiciliées à l'étranger. Les fonds s'évaporent dans les labyrinthes d'une bureaucratie internationale, laissant derrière eux des traces fantomatiques et des factures impayées. De ce système qu'est né ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'empire de papier. Un univers où le développement existe d'abord dans des fichiers PDF, où les statistiques masquent l'absence de progrès, où la pauvreté se pare d'un masque administratif. Ici, chaque aide internationale devient une ligne froide sur un tableau Excel. Chaque espoir se dissout dans les rouages d'une machine technocratique. À titre d'illustration, prenons la gestion des hôpitaux. En 2018, un rapport de la Banque africaine de développement célébrait la rénovation de 50 centres de santé dans l'est du pays. Mais lors de la visite d'une équipe indépendante, il s'est avéré que seuls 4 centres avaient reçu des équipements et que la majorité n'avait bénéficié d'aucune amélioration. Le reste des crédits avait été absorbé par des frais de gestion et des études de faisabilité. Pour la plupart des observateurs, l'audit ordonné par le président Ibrahim Traoré paraissait n'être qu'une formalité, un contrôle de plus, histoire d'apaiser les mécontents. Mais le geste a pris une ampleur inattendue. Exiger des comptes, exposer les flux, c'est ébranler les fondations même de l'aide internationale et défier des réseaux enracinés depuis des décennies. Fermer les yeux sur l'écart immense entre les chiffres officiels et la réalité vécue, c'est condamner le pays à répéter l'éternel cycle de dépendance et de désillusion. Sans clarté, ce n'est pas seulement l'argent qui s'envole, c'est la confiance, l'honneur et l'avenir du Burkina Faso qui vacillent. Que va donc réellement dévoiler cet audit ? Sommes-nous face à une simple anomalie comptable ou à un système de dépendance savamment entretenu ? Les premières révélations sèment le trouble jusque dans les couloirs des ministères et des agences internationales. Certains redoutent que la lumière ne soit faite sur des réseaux bien plus vastes, impliquant des sociétés étrangères, des consultants internationaux, voire des intermédiaires locaux. Quand les chiffres s'alignent sans vie, un pays tout entier retient son souffle. Derrière l'apparente précision des rapports internationaux, le vrai malaise s'agite, une dépendance orchestrée, invisible aux yeux du plus grand nombre. Les bilans circulent, mais le quotidien des Burkinabés demeure figé dans la poussière et l'attente. La révélation frappe. Plus d'1 milliard 200 millions de dollars partis en conseil et assistance technique. Presque 3 milliards circulent à travers des sociétés écrans, hors de portée du regard citoyen. Près de 500 millions disparaissent, sans trace d'un projet concret ni de progrès visible. Ce sont là des chiffres qui donnent le vertige. Pourtant, chaque versement est conforme, chaque procédure respectée, chaque audit validé. Cette perfection administrative masque un vide. Aucune école nouvelle, pas d'eau propre dans les villages, pas de route praticable pendant la saison des pluies. Les fonds s'évaporent, laissant le terrain inchangé. La logique s'est inversée. Ce n'est plus le pays qui exprime ses besoins, mais le Fonds monétaire international qui impose ses indicateurs, ses échéances, ses objectifs abstraits. Les habitants observent, désarmés. Les projets prennent vie dans les rapports, mais jamais dans les rues. Ce mécanisme rappelle, à bien des égards, le mode de fonctionnement de l'aide dans les années 70, au temps des plans d'ajustement structurel. À l'époque déjà, les gouvernements africains devaient se plier à des exigences venues d'ailleurs, souvent au détriment des priorités locales. Le résultat ? Des routes construites, mais sans entretien. Des écoles ouvertes, mais sans enseignants. L'histoire semble se répéter sous une forme plus sophistiquée. Ici, le scandale est silencieux. Ce n'est pas la fraude flagrante d'un individu, mais une dépendance institutionnalisée, savamment entretenue, qui étouffe toute velléité d'autonomie. Plus la gestion devient sophistiquée, plus la souveraineté recule. L'audit agit alors comme un miroir cruel. Derrière chaque ligne de budget, il y a un visage, une histoire suspendue, un avenir incertain. L'argent perdu n'est pas qu'un écart comptable. Il traduit des espoirs brisés, des talents oubliés, une jeunesse tentée par l'exil ou le renoncement. Continuer ainsi, c'est accepter la perte de contrôle sur ses ressources.
C'est condamner la jeunesse à l'attente, renoncer à choisir son avenir, s'enfermer dans une spirale d'assistance où chaque dollar reçu coûte un peu plus de dignité. Mais à présent que l'illusion s'est dissipée, une nouvelle bataille commence. Car face à l'éclat impitoyable de l'audit, trois visions du futur s'affrontent déjà, au Burkina Faso comme sur la scène internationale. Trois chemins se dessinent, porteurs de tensions inédites. Préserver l'ordre établi, s'émanciper coûte que coûte ou inventer une nouvelle alliance. Chacun porte des risques, mais aussi l'espoir d'un renouveau. Regardons ces scénarios de plus près. Premier scénario. La réforme n'aboutit pas vraiment. Quelques corrections à la marge rassurent les partenaires et le statu quo prudent reprend la main. C'est en somme ce qui s'est passé au Mozambique en 2015, lorsque le scandale des milliards disparus dans la dette cachée a éclaté. Après quelques réformes de façade, les vieilles pratiques ont repris le dessus. Les agences de notation surveillent, les bailleurs de fonds conditionnent leurs aides à de nouvelles garanties. Mais la vie continue sous surveillance permanente. Deuxième scénario, l'effet domino s'impose. D'autres pays africains s'emparent du débat, réclament à leur tour des audits et une gestion responsable de l'aide. Une vague de transparence traverse le continent, forçant les bailleurs à revoir leurs pratiques. C'est le cas par exemple du Nigeria qui, après le mouvement Bring Back War Girls, a imposé plus de contrôle sur les fonds alloués à la lutte contre Boko Haram. Une révolution qui verrait chaque citoyen, chaque journaliste, pouvoir suivre en temps réel l'utilisation de chaque franc accordé par la communauté internationale. Troisième scénario, le plus risqué. La réaction internationale se durcit. Le Burkina Faso se retrouve isolé, sous pression multiple, confronté à la suspension de financement, à des menaces de rétorsion. Ce fut le sort du Zimbabwe au début des années 2000, lors de la crise des terres. L'isolement a plongé le pays dans la récession, mais a aussi réveillé chez une partie de la population un sentiment d'indépendance farouche. Pourtant, même sous la répression, l'éveil ne pourra plus être effacé. Le peuple a appris à poser la bonne question et à ne plus l'oublier. Dans tous les cas, une chose est sûre, la question où est passé l'argent ne disparaîtra plus. Elle marque désormais la conscience collective, comme un héritage irréversible. À Ouagadougou, la tempête éclate vite. Sitôt la lumière jetée sur 15 milliards de dollars d'aide internationale, les premières secousses frappent l'État. Dans certains ministères, des démissions fusent, la peur monte, les secrets tremblent. Pourtant, hors des bureaux, une fièvre nouvelle gagne la société civile. On débat, on s'inquiète, certains redoutent l'effondrement, d'autres sentent poindre un espoir fragile, celui d'une dignité retrouvée. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme « Rendez-nous nos comptes » deviennent viraux, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire. À Bamako, à Accra, la contagion s'étend. Des éditorialistes africains rappellent que la transparence n'est plus tabou. L'audit du Burkina Faso agit comme un révélateur. Détourner les yeux n'est plus possible. Le chemin choisi est semé de risques. Le pays peut y gagner une souveraineté nouvelle, perdre des alliés ou devenir la source d'une révolution africaine. Reste à savoir si cette audace portera ses fruits, ou si le brouillard des habitudes reviendra masquer l'avenir. À présent, le pays se tient à la croisée des chemins. Le moindre geste, la moindre parole pourrait décider du sort de toute une génération. Comment empêcher que la poussière ne retombe sur les comptes une fois la lumière faite ? Car la vraie victoire n'est pas d'exposer un jour la vérité, mais de garantir qu'elle ne s'efface plus jamais. La transparence, pour survivre, doit se défendre, s'organiser, se transmettre, génération après génération. Pour cela, il ne suffit pas de décréter la clarté. Il faut l'inscrire dans la pratique quotidienne, dans la culture citoyenne, dans les institutions. Première étape, inscrire chaque dépense publique sans exception dans une base de données numérique ouverte à toutes et tous, consultable à chaque instant. Plus de registres secrets, plus de chiffres codés dans des placards verrouillés. Chacun, qu'il soit citoyen, journaliste ou lycéen, doit pouvoir suivre chaque franc, projet par projet, facture après facture. Des exemples existent déjà. Au Kenya, l'application Open County permet à tout habitant, même dans les zones rurales, de consulter les budgets des comtés et d'alerter l'administration en cas d'anomalie. Au Ghana, le portail de transparence budgétaire a permis de détecter des détournements dans la construction d'écoles et de renvoyer devant la justice plusieurs responsables. Mais cette clarté numérique n'aura aucun effet si personne ne sait la lire. Il faut donc armer les agents publics, former en urgence une nouvelle génération à l'audit, à la lecture budgétaire, au contrôle de gestion. Faire du savoir comptable un bien commun, partagé et vivant, au lieu d'un privilège réservé aux initiés de l'administration. Des formations certifiantes, des ateliers pour lycéens,
Des universités d'été citoyennes pourraient chaque année former des centaines de jeunes à la maîtrise des finances publiques. Cela renforcerait non seulement le contrôle, mais aussi l'engagement civique. La société civile doit aussi quitter la place de simple spectatrice. Organiser des revues citoyennes tous les 3 mois, panels tirés au sort, associations locales, syndicats, tous invités à confronter les chiffres, poser les questions qui dérangent, exiger des réponses claires et publiques. L'État devra rendre compte non plus à des bailleurs lointains, mais directement à ses propres citoyens. Prenons l'exemple du budget participatif instauré à Porto Alegre, au Brésil, dans les années 90. Chaque année, les habitants décidaient eux-mêmes, lors d'assemblées publiques, de l'allocation des fonds municipaux. Résultat, les quartiers les plus défavorisés ont vu naître des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, là où les promesses restaient en jusque-là lettres mortes. Il faut également changer le rapport aux bailleurs internationaux. Fini les audits de façade pour cocher une case. Il s'agit d'inventer un vrai partenariat, passer de la conformité imposée à la co-construction, du rapport de force au dialogue d'égal à égal. La société africaine reprend la main sur son histoire. Elle ne subit plus, elle propose, elle négocie. Pour que nul ne détourne le regard ou ne brouille les traces, imaginons la création d'un indice africain de transparence. Un classement indépendant, public, publié chaque année, qui mesure non seulement la clarté des comptes, mais aussi la participation citoyenne, la rapidité des sanctions, la facilité d'accès aux données. Cet indice deviendrait le thermomètre de la confiance nationale et régionale. Concrètement, cet indice pourrait s'inspirer du Corruption Perceptions Index de Transparency International, mais en allant plus loin, il tiendrait compte des progrès réels, du nombre de citoyens formés à la lecture des budgets, du nombre de projets réalisés par rapport aux annonces. Chaque ville, chaque village pourrait afficher sa note et déclencher des concours d'exemplarité. Désormais, responsabilité et clarté sont les nouveaux piliers du développement. À chaque réforme accomplie, à chaque budget publié, la dignité collective s'affirme. Sans transformation profonde, l'opacité reviendra, persistante, comme la poussière sur un bureau déserté. Mais chaque progrès devient une encre, un exemple, un signal lancé au continent. La vérité n'est plus négociable, mais la transparence n'est jamais acquise définitivement. Pour qu'elle résiste au temps et aux intérêts contraires, il faut rester vigilant et inventer sans cesse de nouveaux garde-fous. Des outils comme le budget citoyen, accessible sur téléphone portable, ou les plateformes de signalement anonymes peuvent aider à détecter les abus en temps réel. Des comités indépendants, composés de citoyens, d'experts et de représentants de la diaspora, pourraient en vérifier chaque année la conformité des dépenses et publier leurs conclusions dans des médias accessibles à tous. Et vous, jusqu'où tolérerez-vous les mensonges au nom du progrès ? Face à 15 milliards de dollars disparus, la question ne se limite plus à retrouver des fonds. Il s'agit désormais de trancher entre vérité et illusion, bâtir sur du solide ou continuer à marcher sur des ruines maquillées. Chaque citoyen, chaque fonctionnaire, chaque partenaire étranger est placé devant sa propre responsabilité. La lumière ou le flou, le choix n'est plus anodin. Le statu quo, à ce niveau, engage l'avenir du pays, la confiance de ses enfants et la place de l'Afrique dans le monde. La transparence n'est pas qu'une affaire de chiffres ni de techniques, c'est une bataille humaine, intime, où un peuple doit se regarder en face, nommer ses échecs et réclamer des comptes. Rompre le silence, c'est déjà refuser la fatalité qui a miné tant d'ambitions collectives. Restaurer la confiance, ce n'est pas accuser, mais prouver qu'un autre rapport à l'aide est possible, fondé sur la lucidité, la responsabilité et la dignité. Refuser d'être otage d'un système où l'espoir se négocie à chaque versement, c'est déjà se libérer. L'audit n'est pas la fin du chemin, mais son début. Il pose la seule question qui vaille. Allons-nous laisser le brouillard retomber ou exiger la transparence coûte que coûte ? Car c'est de cette exigence que dépend le vrai progrès, celui qui ne se mesure pas en millions de rapports, mais dans la vie concrète des villages, des écoles, des hôpitaux. Ce combat pour la clarté est désormais entre vos mains. Serez-vous spectateur ou acteur de cette révolution civique ? Le pays ne manque ni d'intelligence ni de courage, mais l'avancée viendra de la somme de tous ces refus du mensonge, de chaque geste quotidien pour exiger la vérité. Le silence n'a jamais été un remède. Laisser les zones d'ombre, c'est accepter que d'autres décident à votre place. Mais réclamer des comptes, c'est redonner sens à la citoyenneté et ouvrir la voie à une Afrique qui ne s'excuse plus d'exiger le respect. La page de l'empire de papier se tourne. Qui écrira la suite ?